Voilà, alors, si tout va bien, vous avez mon écran sous les yeux. Oui, tout va bien. Ah, impeccable, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Benoît Cudel, donc je suis en charge de l'activité française de Simco Consulting, cabinet conseil en logistique supply chain. On va parler aujourd'hui réseau de distribution et réorganisation de réseau de distribution. C'est pas un sujet à prendre à la légère puisque c'est un sujet qui est lourd, qui est complexe à gérer, mais qui nous semblait pertinent au vu de la thématique du jour qui est donc stock, entrepôt, transport, puisque ces trois composantes interviennent côte à côte pour la réorganisation de ce schéma de distribution. Quelques mots quand même de Simco avant de démarrer. Donc, on est cabinet conseil depuis 1981. Le cabinet est ouvert à Milan. On s'est développé aujourd'hui donc sur la France et sur l'Espagne. On va tout partout où nos clients nous emmènent. Donc, on n'hésite pas à prendre la voiture, le train, l'avion quand c'est nécessaire. Et vous avez ici un échantillon, quelques-uns de nos 600, en plus de 600 clients aujourd'hui, avec 2400 projets. Ça fait quelques années qu'on diffuse ces chiffres clés qui sont pas forcément à jour, mais ce sont plutôt des chiffres qui sont à la hausse. Important, et vous le voyez dans la petite icône en bas à droite, on est cabinet indépendant, on est totalement agnostique vis-à-vis donc des fournisseurs et de l'écosystème intralogistique et logistique et supply chain, ce qui signifie qu'on mène des études de manière totalement objective, indépendante, en parlant technologie. Et ensuite, seulement d'une phase de mise en œuvre, on va parler donc euh, de fournisseurs potentiels. Nos activités, eh bien, la première, organisation de réseau de distribution, on va en parler, et c'est ce qu'on va développer donc sur cette demi-heure. Tout ce qui va être aménagement, master plan d'usine, tout ce qui va être logistique d'entrepôt, donc avec un fort focus sur l'intralogistique, et je sais que mes collègues vont en parler dans la foulée, dans la matinée. Donc notamment sur tout ce qui va être conception, soit au départ d'une page blanche, soit en réorganisation donc d'entrepôt, de l'amélioration continue jusqu'à la partie innovation et des systèmes automatisés. On a une offre de simulation de flux également qui permet de réaliser des preuves de concept quand on fait des changements lourds. Et puis donc on va également travailler sur tout ce qui va être externalisation, logistique et transport, donc soit pour le compte de donneurs d'ordre, soit pour le compte de prestataires, et puis tout ce qui va plus être affilié à la supply chain, prévision de la demande, gestion des stocks, approvisionnement, avec également une offre de formation. Nous sommes certifiés Calliope. L'idée pour nous, c'est vraiment d'insister sur le retour aux fondamentaux logistiques pour que des gens qui n'ont pas forcément de formation initiale, donc logistique ou supply chain, puissent se sentir à l'aise à leur poste de travail, puissent savoir quelle performance aller chercher tant sur le terrain que dans les systèmes d'information, en appliquant donc des théories de base logistique et avec un fort aspect concret dans nos formations, puisque ce sont nos consultants qui interviennent sur ces formations et donc qui partagent aussi leurs expériences. Le programme du jour, hein, donc le réseau de distribution, encore une fois, c'est pas une mince affaire. C'est un peu un challenge de vous parler de cette thématique en moins d'une demi-heure. Vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de slides affichés. Je vais pas lire les slides, par contre, vous pourrez en bénéficier derrière à travers le replay. Et donc, voilà, on va essayer d'aller à l'essentiel et au mot-clé, mais soyez pas impressionnés par le contenu de ce qui va suivre. On va commencer par les attentes du réseau de distribution qu'on appelle moderne. Je vois qu'il manque un E à moderne. On va développer les phases du projet puisque c'est bien le message qu'on va passer aujourd'hui. Parce que bon, définir un réseau de distribution, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais comment on s'y prend? Quelle est une méthodologie professionnelle à appliquer à travers ce projet? Pourquoi pas aller chercher un cabinet de conseil au passage pour vous accompagner sur le sujet. Et puis ensuite, donc, on viendra justement sur ces conclusions, un petit peu des points d'intention et comment on limite les risques d'un tel projet. Alors,
On le sait tous, hein, la complexité augmente aujourd'hui dans nos entrepôts, entre les largeurs de gamme, entre le monde, ce fameux monde VUCA et de plus en plus VUCA, j'allais dire, puisque du jour au lendemain, il peut se passer beaucoup de choses en termes de géopolitique, avec la centralisation d'approvisionnement, avec la centralisation de hubs de transport également. Ben, le moindre grain de sable, plus ou moins gros d'ailleurs, hein, peut avoir un impact fort sur le niveau de service qu'on vise pour servir nos clients. On a les dispersions du marché, on a l'évolution du marché et des besoins, on a toute la multicanalité, évidemment, ça fait quelques temps qu'on en parle, mais on a des évolutions aujourd'hui tous les jours, et puis on a l'IA qui arrive également et qui peut nous permettre à un moment donné, donc peut-être de mieux anticiper, mais dans un monde VUCA, l'IA doit être bien entraînée pour anticiper et nous dire de quoi sera fait demain. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on a une complexité parce que la demande est de plus en plus forte et donc de plus en plus variée. On a un niveau de service à tenir puisqu'on a une concurrence, donc on doit maîtriser nos coûts et donc le directeur supply chain de nos organisations va être appelé à trouver, à déterminer un point optimal entre combien ça me coûte de distribuer mes produits ou les alimenter aussi, hein, parce qu'on n'est pas que en distribution, mais il faut aussi alimenter nos usines. Et donc, comment je peux répondre au niveau de service? On sait qu'il est attendu par la direction générale, on sait qu'il est attendu par la direction financière, mais on sait aussi qu'il est attendu par la direction commerciale et les clients pour lesquels on s'est engagé. Et donc, c'est à travers le fait de repenser ce réseau de distribution qu'on va pouvoir répondre ou tenter de répondre donc à des améliorations en termes de coûts, en termes de niveau de service. Et donc, l'idée, c'est de trouver le juste équilibre pour aller donc servir nos clients. Alors, deux petites définitions ici, hein, la distribution physique, l'ensemble d'activités nécessaires pour transférer des biens de producteurs aux consommateurs finaux en passant par une phase de transformation. On a un petit exemple ici de schéma de flux donc, qui passe par différents niveaux d'entrepôt. Voilà, l'entreprise cherche à atteindre l'objectif de la disponibilité sur le marché d'une large gamme de produits, évidemment. Donc, on a aujourd'hui des entreprises qui appliquent une stratégie à plutôt réduire leur part de marché géographique pour mieux se concentrer sur un secteur plutôt que donc proposer au large donc leurs produits. Donc on a aussi un aspect très stratégique. Hein, on ne repense pas un réseau de distribution à la légère. On répond à une demande, à un besoin stratégique émis par notamment la gouvernance de l'entreprise. Le réseau de distribution, il contient des nœuds, hein, c'est des ruptures de charge, hein, c'est les dépôts d'usines, les dépôts centraux, les périphériques, les points de transit, les points de vente, etc. Donc c'est vraiment tout partout où on peut avoir plus ou moins de stock, soit de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis et prêts à être customisés peut-être pour le client final. Et puis on a des arcs, hein, c'est la partie transport, c'est comment est-ce que je relie tous ces points et comment est-ce que je mets en place mon organisation qui nécessite un bon système d'information. Je pense que ça va de soi. Des bons systèmes de gestion de stock, des bons systèmes de prévision également hein, en termes de vente et une attribution cohérente du stock parmi tous les sites. Et donc, on va faire appel à de la gestion de commande, à de la gestion de stock, à du stockage, à la manutention, à du transport, mais aussi à la reverse logistique qui arrive de plus en plus, à des notions de produits reconditionnés qui arrivent de plus en plus, qui nous amènent un flux complémentaire sur nos sites logistiques. Alors, comment on mène un projet? On va avoir plusieurs étapes. On va parler de méthodologie, qui est vraiment capital, on se doit ça fait un petit peu qu'on sait ce que c'est qu'un projet, donc une méthode projet, un groupe projet, et vraiment, il faut qu'on s'y tienne. On prend surtout ce sujet-là, on le prend pas à la légère. Il peut y avoir des conséquences très fortes, des conséquences humaines, des conséquences organisation, des conséquences financières. Et à la fin, si l'organisation que je mets en place ne permet pas de servir convenablement le client, l'idée c'est de savoir comment est-ce que je corrige le tir, que je fais marche arrière et qu'est-ce que j'aurais engendré et généré comme en conséquence. C'est la méthode. La définition du niveau de service. Quelles sont les attentes, quels sont les attendus avec le juste niveau.
la recherche, l'élaboration des données. Ça, c'est un point qui est vraiment commun à l'ensemble des projets. Et on verra ici qu'on va découper en trois cette partie recherche de données parce qu'à un moment donné, on va parler transport, on va parler entrepôt, euh, et donc on va parler réseau de distribution. Et donc à un moment donné, on va être obligé de découper, de détripler, j'allais dire, toutes ces analyses. L'adimensionnement du réseau, l'évaluation et la comparaison de solutions alternatives, et puis la partie projet opérationnel, parce que ce qu'on va définir sur le terrain ou sur le papier, mais il va falloir le dupliquer pour que ça fonctionne. Je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure sur la partie faites-vous accompagner par un cabinet conseil ou par Simco Consulting, hein, puisque nous sommes à même de vous répondre à travers donc le groupe. Euh, le point de projet, effectivement, ça coûte de mettre les moyens, de donner les ressources pour gérer au mieux le projet. Mais on se rend compte, et les études le montrent, on se rend compte que on amortit ce coût dans le temps, puisqu'on minimise les risques, on maîtrise les coûts, et on amène une garantie à la méthodologie et donc un savoir-faire qui permet d'éviter des dérives au fil du projet. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% des entreprises qui passent par un cabinet conseil sur ces sujets. C'est 35% d'entreprises qui le font en interne. Et puis, on peut aussi confier donc à des fournisseurs. Alors, sur les fournisseurs, en termes de schéma de distribution, c'est fournisseurs au pluriel. Il faut quand même capitaliser derrière et additionner des coûts et des risques sur le sujet. Alors, commençons par minimiser les risques, c'est mieux quand même. On parle du projet, donc disposer d'une méthode de conception. Donc, elle doit être solide, elle doit être éprouvée. On consacre le temps, les ressources nécessaires, hein, ressources matérielles, ressources humaines, ressources financières. C'est vraiment le triptyque d'une gestion de projet. C'est pas un projet à prendre à la légère et dans un temps court. On a besoin de réflexion, on a besoin de faire des allers-retours avec les différents services. On ne doit pas décider tout de suite de demain on change tout et je déménage mon entrepôt central et j'en fais 3 entrepôts régionaux. On ne sous-estime pas la qualité des gens qui sont autour de la table. Hein, je parlais des ressources humaines. On développe plusieurs solutions qu'on va pouvoir comparer. On ne va pas sur une solution parce que mon voisin, mon concurrent et mon confrère sont allés appliquer telle ou telle stratégie. Euh, on utilise des outils de conception qui nous permettent derrière de faire ce qu'on appelle des stress tests. Hein, c'est-à-dire que je pars sur une configuration, mais si demain ma configuration évolue, jusqu'où peut tenir mon modèle? Ça, c'est extrêmement important de pouvoir l'estimer. Euh, Évaluer l'impact des solutions identifiées sur l'activité de l'entreprise à 360 degrés, puisque on va toucher la partie production, la partie entreposage, la partie distribution. Donc, on touche vraiment l'intégralité de l'entreprise avec des fois des conséquences qu'on peut pas, qu'on a du mal à anticiper. Il y a un aspect RH aussi qui est extrêmement capital dans l'opération. Et puis on communique avec l'équipe projet, on tient son sponsor informé. Hein, n'oublions pas que le sponsor, c'est lui qui nous donne un blanc-seing pour continuer. Et donc, il faut surtout le tenir informé avec la plus grande des transparences, qu'on soit dans les temps, qu'on ait des difficultés, qu'on rencontre des retards. Euh, et ça, vraiment, le groupe projet doit pouvoir tout se dire, tout échanger et communiquer, parce que là aussi, il y a des attentes et des attendus capitales au niveau stratégique. Une approche totalement ouverte, open mind, professionnelle et neutre. Et une fois qu'on a ça, on peut vraiment démarrer et partir dans le vif du sujet avec les différentes étapes du projet qu'on a ici. Donc, on va le découper en deux parties. On va d'abord avoir la phase étude. Euh, Définition des objectifs, capitalisation des données, modélisation des coûts de distribution, comparaison des types de réseaux. Et donc ici, on va venir définir donc ce qu'on appelle le plan d'intervention pour aller comparer, pour aller alimenter la phase donc de projet opérationnel dont je vous disais qu'elle allait se découper en trois parties. Donc une partie stock, qu'est-ce que je mets dans mon entrepôt? Une partie entrepôt, où est-ce que je mets mes entrepôts et de quelle taille? Et donc la conséquence sur les coûts de distribution. Et donc avec ça, on doit pouvoir
partir sur le projet. Et encore une fois, la première chose qu'on a, c'est de définir le niveau de service. Ce schéma qu'on a ici sur l'écran nous montre en fait que on peut avoir des risques de sous-qualité et des risques de sur-qualité. Il faut vraiment aller chercher le bon niveau de service. Ça sert à rien. On a des fois des clients qui sont à 99,95% de taux de service et qui vont mettre des centaines de milliers d'euros dans des outils complémentaires pour aller chercher et gratter ces 0,05%. Ok, c'est leur choix, c'est leur stratégie, pas de souci. Mais à un moment donné, on va exploser des coûts pour finalement ramener peu de services complémentaires ou de niveaux de services complémentaires pour les clients. Et donc, l'idée, c'est vraiment de calibrer ce niveau de service. Et ce niveau de service, il va rentrer aussi dans des formules très mathématiques pour définir la composition de stock, pour définir la profondeur du stock, les seuils de sécurité, etc., qui vont aussi varier. Hein. Il y a beaucoup de choses qui varient et qui bougent quand on va comparer des scénarios, puisque un seuil de sécurité, par exemple, va dépendre d'un lead time, c'est combien de temps je mets pour approvisionner mes produits, mais il va aussi dépendre des risques qu'on prend, donc de la distance de fournisseur, de la fréquence de livraison, donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment aller cibler, quand bien même c'est encore une fois de la théorie, donc la meilleure organisation. Alors, tout projet commence par du relevé terrain, tout projet commence par de l'analyse de données, et donc il faut qu'on ait donc des notions de flux en entrée, de stock, de flux sortant, de main d'œuvre, et donc on va avoir un savant mélange entre j'analyse mon historique, je prends la stratégie de l'entreprise et je vais corréler donc mon historique avec cette stratégie pour voir de quoi sera fait demain sur le papier, encore une fois, indépendamment donc de ce qu'on pourrait appeler des troubles géopolitiques, mais de quoi sera fait demain de manière à pouvoir avoir vraiment une base fiable en disant ok, j'ai ma stratégie, j'ai mes clients, j'ai mes développements de nouvelles activités, de nouvelles gammes de produits, je vais arrêter ça, je vais me développer sur tel ou tel territoire et j'ai cette stratégie qui vient définir vraiment cette notion de besoin. Et donc, les données de base, on va les chercher dans nos systèmes d'information. Attention, hein, c'est important aussi d'avoir et de disposer, de garantir la qualité de l'information pour éviter d'avoir trop de nettoyage à faire. Aujourd'hui, on se rend compte que trop d'entreprises sont équipées de très bons systèmes d'information, mais qui sont mal alimentés parce qu'on a des mauvaises master data, parce qu'on respecte pas je veux dire, la philosophie de ces systèmes avec des fois des informations qui sont prises à la légère ou voire on sort du système pour aller générer un tableur et puis re-rentrer dans le système après. Donc tout ça, il faut quand même, il y a, il y a un phénomène de vérification, de contrôle qu'on dispose bien des bonnes informations dans le système d'information. On va aller les vérifier, ces informations qu'on va extraire des outils. On va faire des relevés, on va faire des entretiens, on va faire des actions de terrain pour aller fiabiliser, corriger, corréler, expliquer ce qu'on analyse à travers donc ces données. Et puis donc, on va commencer à comprendre comment fonctionne le réseau à partir à la fois donc, du passé, donc un historique de données, comment j'ai fonctionné sur les dernières années, et puis qu'est-ce que je dois tenir compte pour le futur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, corréler donc le passé avec la partie stratégie, où donc on va avoir un développement d'hypothèses sur la quantité, sur les qualités, sur les niveaux de service cible, sur le nombre de gammes, etc., sur la typologie du client. On travaille pas avec des grossistes, quand on travaille avec la grande distribution, quand on travaille avec du B2C. Voilà, donc il faut qu'on aille vraiment analyser tout ça. Et dans notre schéma, dans notre modélisation du coût de distribution, va arriver une part transport, hein, puisque c'est une part qui va beaucoup varier et évoluer. Donc en fonction de la localisation, à la fois, encore une fois, de mes usines ou de mes fournisseurs, si je fais juste du négoce, et à la fois donc de mes flux sortants sur des entrepôts primaires et secondaires. On va avoir une variation en termes d'entrepôts. Aujourd'hui, on sait que si on prend l'exemple de la France, quand on est sur des zones saturées comme région parisienne, région lyonnaise et d'autres régions, on va payer des coûts d'entrepôt nettement plus chers que dans d'autres régions où on a peut-être
peut-être un peu plus de disponibilité. Donc on a déjà uniquement, si on prend juste son entrepôt, transport, un équilibre à faire en disant est-ce que je suis prêt à payer plus cher mon entrepôt et payer un peu moins de transport, mais j'ai un niveau de service qui me permet d'être plus proche de mon client, ou au contraire, de payer moins cher d'entrepôt, mais avoir donc des lead time et peut-être prendre des risques complémentaires. Et ça, c'est une analyse qu'on va faire après. Deux autres composantes, c'est le stock, parce qu'il suffit pas d'un entrepôt, il faut qu'on définisse ce qu'on met dans cet entrepôt, donc le niveau de stock, la profondeur de gamme. Euh, Est-ce que au nord, on consomme plus telle typologie de produit par rapport au sud? Comment je dispatche? Je veux pas 50-50, je radditionne mon stock sécurité, etc. Donc ça, c'est cette notion de stock avec le coût de possession qu'il faut prendre en compte aussi. Et puis mon infrastructure, mon management qui doit gérer toute cette organisation. Voilà, aujourd'hui, on a un client qui nous emmène en Bretagne. Il a un entrepôt qui est situé en Bretagne-Normandie, il a un entrepôt qui est situé là-bas. Le reste de son entrepôt, c'est plutôt dans le centre et sud-est du territoire. Et donc, bah, il a des difficultés de management de l'infrastructure, d'organisation pour dupliquer, pour appliquer ces standards d'organisation sur site. Et donc voilà, donc ça, il faut qu'on réfléchisse aussi finalement à la, à la bonne gestion, au bon management. Il ne suffit pas d'appuyer sur une carte de France ou d'Europe en disant bah, je vais mettre mon dépôt à cet endroit-là. Il faut vraiment réfléchir à ces impacts à 360 degrés. Après, on va choisir donc la typologie de réseau, c'est aussi le nombre d'entrepôts dont j'ai besoin pour distribuer. Alors, je vous montre ici des exemples uniquement sur le territoire français, mais on peut avoir aussi d'autres exemples à l'échelle européenne ou mondiale. Hein. Ce qu'on applique sur une échelle est applicable à plus grande échelle. Donc, en fonction de mon besoin, de votre service, des délais de livraison, la disponibilité, la proximité des sources. Encore une fois, hein, si on fait un calcul de barycentre, on ne prend pas uniquement les clients, mais on prend aussi la partie fournisseur, les caractéristiques, les spécificités des produits gérés. Si on a des produits réfrigérés, congelés, des produits donc avec un impact ICPE donc ou ADR pour la partie transport, bah, on va aussi avoir une réflexion un peu spécifique, pardon. On va avoir peut-être une question par rapport à la montée en stock, par rapport donc à la gestion donc des saisonnalités, et puis donc on va avoir ces coûts donc entrepôt, stock, transport qui correspondent donc à la triptyque. Donc tout ça, ça rentre dans dans la recette finalement qu'on va appliquer. Et puis derrière, bah, on va appliquer des calculs. Donc sur la même donnée, on a des logiciels spécifiques dédiés qui vont pouvoir simuler nos coûts, notamment les coûts de distribution. Euh, un coût d'entrepôt, le contenu de l'entrepôt, des surfaces mètres carrés, des organisations intralogistiques, c'est quelque chose qui est relativement facile à anticiper, à estimer. Encore faut-il savoir de quelle surface on part, si on part d'une feuille blanche d'un entrepôt existant qui est limité en hauteur, etc. Donc il y a toute une phase intralogistique. Mais il faut savoir aussi quel coût on a pour alimenter ces dépôts et quel coût on a pour aller livrer nos clients, et finalement quel est le lead time aussi, hein, quel est le délai. Donc on va s'accorder pour aller livrer ses clients, et donc on va faire plusieurs scénarios. Ici on a un scénario pour un client sur lequel on va avoir plus de 300 de distribution Lyon, Strasbourg, Nantes. Le même client au départ uniquement de Lyon, et puis ensuite, on a 2 points de distribution Lyon-Paris. Donc tout ça, on va les comparer. Hein. Encore une fois, tout à l'heure, on disait, on va pas faire un seul scénario. On va comparer ces scénarios les uns avec les autres, avec avantages, inconvénients. Il y a une phase financière, mais il y a une phase aussi donc niveau de service. Et je pense qu'à force de le répéter, vous l'aurez compris. Alors, euh, les réseaux de distribution, ben on les imagine, mais il faut qu'on aille chercher un impact dessus. Ici, si on est organisé ici sur un dépôt central qui est alimenté par des usines, des fournisseurs et qui alimente en direct des clients, ben on sait qu'on a un stock qui est centralisé, c'est super facile à gérer. On a des entrées, des sorties, un niveau de stock à tenir. On fait des économies d'échelle parce qu'on n'a qu'une seule équipe, on ne va pas se disperser. Par contre, ça peut être cher en coût de distribution. On peut avoir un
problèmes de niveau de service aussi, si on a des soucis de transport et autres. Et donc là, ça commence à être un petit peu compliqué. Et donc on se dit, bah ok, on va mettre des entrepôts qui vont plutôt se rapprocher des clients, donc avec des dépôts périphériques. Et donc on va réduire sur la partie droite du schéma, donc les temps de distribution. On va par contre devoir dispatcher ici en 3 les stocks. J'ai un stock central. Qu'est-ce que je mets dans mon périphérique numéro 1? Qu'est-ce que je mets dans mon périphérique numéro 2? Quelle gamme, quelle profondeur de gamme, quel stock de sécurité, avec un risque aussi, c'est d'exploser les coûts en termes de coût de possession de stock et de surface de mètre carré global, parce que je vais vouloir mettre un stock de sécurité un peu partout. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit avoir une liaison entre les dépôts périphériques 1 et 2? Est-ce que je dois pouvoir livrer des clients en direct, comme on le voit ici sur ce troisième, qui est finalement une déclinaison, mais sur lequel on a des flux directs clients au départ d'un dépôt central. Ici, on peut imaginer avoir une segmentation des produits, parce que j'ai certains produits qui ne se vendent pas beaucoup, qui sont spécifiques. Quand on travaille dans le pneumatique, on a des fois des gammes de pneus pour des véhicules sportifs ou de luxe, qu'on va pas mettre dans tous les dépôts parce qu'on sait que c'est du pneumatique, on peut les livrer rapidement avec de l'express, et donc on va bien les garder dans un dépôt central et on peut pas se permettre de dupliquer, de multiplier les stocks dans tous les dépôts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender. Hein, on voit ici, on peut facilement, comme ça visuellement, dire bah là j'ai des coûts, là j'ai des coûts, là j'ai des coûts, là j'ai des coûts, mais aussi il faut le corréler donc avec cette matrice coût niveau de service. J'insiste un petit peu sur le sujet. Ce type de réseau, en fait, il peut aussi être amendé, corrélé avec une notion d'externalisation. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, on n'est pas obligé, quand on repense notre schéma de distribution, on n'est pas obligé d'aller construire, louer, acheter un entrepôt. On sait aussi, et ça peut amener un peu de flexibilité dans l'organisation. On peut aller chercher de l'externalisation, un prestataire logistique. Alors évidemment, on se pose rarement la question du prestataire transport. Aujourd'hui, peu d'entreprises ont encore du transport en propre. Quand on a du transport en propre et qu'on va très loin, bah, il faut aussi assurer du retour. Donc, devenir peut-être quelque part un transporteur public de marchandises ou avoir donc des retours de flux, des approvisionnements, de support de charge, des choses comme ça. Euh, donc on peut plutôt facilement aller chercher donc externaliser la partie transport, mais on peut aussi externaliser la partie donc logistique entrepôt, donc moyennant un bon suivi, une bonne logistique, mais ça peut aussi permettre de peut-être des fois tester des solutions sans s'engager sur des termes très quand on évalue et quand on fait ce travail d'analyse de coûts, d'analyse donc d'organisation, on est en juin 2026 et qui sait ce que deviendra donc ce que deviendront les événements géopolitiques, ce fameux détroit, les droits de douane, etc. Donc à fin d'année, personne. Euh, donc on doit aussi analyser les risques et les évolutions de coûts, et on a 5 thématiques sur lesquelles on va travailler spécifiquement et qui vont nous permettre de peut-être d'identifier un écart type par rapport à la solution, une marge d'erreur quelque part. Le transport maritime, le transport secondaire, les entrepôts. Donc même si les coûts évoluent un petit peu moins, par contre on peut avoir donc une évolution des coûts différente entre territoires, on en a parlé. Le stock, le niveau de stock, les besoins clients, etc., les pics que j'ai pas anticipés, parce que grosse chaleur, parce que grand froid, etc. Et puis la partie infrastructure. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc il faut qu'on puisse se permettre d'avoir une petite marge d'erreur par rapport à ces coûts quand on va analyser donc ces phases de projet. Et puis donc, on va comparer, une fois qu'on a groupé donc tous ces coûts, on va comparer les solutions, les scénarios 1, 2, 3, avec une option A, une option 2, une option B. Euh,
de manière à pouvoir avoir une matrice, une vision globale qui va nous permettre d'avoir une vision à 360 de où on va. L'amélioration de l'efficacité par rapport à aujourd'hui. Est-ce que ça m'amène quelque chose en termes de taux de service? Le montant de l'investissement, l'installation, les équipements. Si on va à coup sûr ce matin parler d'automatisation, donc ben ouais, si j'investis dans un système automatisé à tel endroit, voilà, le plan B de retour en arrière est un petit peu compliqué. Le manquant des taux d'opération, donc cet équilibre aussi entre capex et opex, les délais de mise en œuvre, la notion de phasage, parce que pendant les travaux, la vente continue, c'est un point qui est vraiment fondamental dans nos organisations. L'impact sur les autres fonctions d'entreprise, les relations syndicales, l'impact RH, hein, parce que bah oui, on a aujourd'hui des clients qui nous disent bah, moi je suis en région lyonnaise, je veux rester en région lyonnaise parce que si, ne serait-ce que si vous me proposez un entrepôt dans la plaine de l'Ain ou dans l'est lyonnais, donc limite dans le département 38, bah, j'ai des collaborateurs qui vont pas suivre, donc je perds de la compétence, donc je perds de l'expérience, voilà. Donc, bah, est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce que on gère? Est-ce qu'on minimise les risques? Là, on parlait donc de gestion des risques, et donc ça c'est essentiel à se poser comme question. Les flexibilités aussi de la solution, hein, donc par rapport à ces stress tests, pardon, voilà, comment est-ce que je peux faire bouger, donc évoluer. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut vraiment appliquer une méthode structurée, souple, qui puisse nous permettre d'aller capitaliser, comparer ces informations et comparer ce qui est comparable. Alors, il faut qu'on teste cette solution avant la partie mise en œuvre, hein, donc on peut aller faire de la simulation, donc vérifier donc à l'aide de logiciels, d'intelligence artificielle, machine learning, donc bah, est-ce que ce que je conçois c'est bien ou est-ce qu'il faut le faire évoluer à la marge? Analyser la résilience, voilà, les plans de continuité d'activité, si j'ai un des dépôts qui s'arrête, est-ce que finalement l'avantage d'avoir plusieurs dépôts, c'est je peux servir un territoire, des surcoûts évidemment, mais au moins je sers mes clients depuis les autres dépôts. Et puis donc ces analyses de risque, les probabilités d'occurrence, voilà, comment est-ce que j'identifie donc ces besoins et comment est-ce que aussi je garantis que mes données d'entrée et mes calculs et mes estimations tarifaires sont les bonnes. Une fois qu'on a défini cette partie scénario, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle le projet exécutif. Finalement, c'est la mise en œuvre. Alors, on livre à l'équipe projet le scénario, on livre au management, et comme c'est des décisions lourdes qui impactent les RH, l'informatique, les infrastructures, l'immobilier, les clients, une nouvelle organisation, il y a une décision qui doit être prise au plus haut de l'entreprise en disant voilà demain comment est-ce qu'on s'organise. Et donc comment on s'organise avec donc ces trois thématiques. Qu'est-ce que je mets dans mon stock? Et donc, la collecte des données, on en a parlé, puisque c'est une méthodologie qui va arriver donc, et qui va se répéter. L'application de logique et donc de paramètres optimaux, la réingénierie des processus, l'évaluation donc des nouveaux systèmes d'information, de quoi j'ai besoin. Mon WMS aujourd'hui est plutôt monocyte, monopropriétaire. Demain, comment est-ce que je m'organise? Il faut qu'il soit multisite. Est-ce que je gère plusieurs propriétés, etc. Et donc, on arrive à un projet exécutif avec des notions de SNOP, System Operation Project, qui vont forcément avoir un impact sur l'organisation pour la répartition des stocks entre les sites, et puis donc le choix donc des différents logiciels. Ça, c'est le premier point. C'est mon stock, qu'est-ce que je mets dedans? On a un deuxième point qui va parler des entrepôts. Ben, voilà, comment est-ce que j'organise mes entrepôts? Comment est-ce que j'anticipe? Est-ce que j'externalise? Est-ce que je reste en propre? Et ben, finalement, quel est mon coût? De manière à ensuite pouvoir aller dupliquer, appliquer donc cette théorie sur du concret et du réel, donc à travers le projet détail, la simulation dynamique, et puis toutes les phases d'achat, de mise en œuvre sur lesquelles donc on est fortement en mesure chez Simco de vous accompagner. Le troisième point à mettre en place, c'est la partie transport.
certains clients disent: «Oh, pas de souci, les réseaux de transport, on en trouve et cetera, mais il faut le réseau qui serve correctement, la bonne région, peut-être des transports intermédiaires avec, des notions de hub, avoir, une bonne qualité de service, distinguer les différents volumes, entre, je sers de la palette, du colis, de la petite pièce, le client définitif, le client final pardon, ou même du hors gabarit, des produits dangereux, voilà. Donc on va vraiment aller chercher, comparer des grilles de tarifs pour aller optimiser, les coûts. C'est pas parce qu'aujourd'hui je travaille avec mon transporteur A que je vais le faire travailler demain dans le cadre de ma nouvelle organisation. L'idée, c'est de ne pas le laisser tomber non plus, mais c'est bien de se poser la question et de se remettre en cause sur cette partie, transport. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas évident, hein, de vous parler donc de cette notion de schéma de distribution. Par contre, on voit bien qu'on est sur, l'estimation du stock, le besoin d'entrepôt, le besoin de transport et donc, si, puisqu'il est déjà, l'heure de conclure, heu je l'ai un peu mis en évidence au départ, mais il y a besoin vraiment de la direction d'entreprise. On ne lance pas ce type de projet à la légère. On a besoin d'être accompagné, on a besoin de confiance, on a besoin de transparence parce qu'on va impacter considérablement l'entreprise et parce que encore une fois, c'est pas une mince affaire que de générer, que d'aller de proposer, donc de mettre à jour ce schéma de distribution. On le voit, hein, en général, c'est vraiment annoncé au niveau stratégique quand une entreprise décide de changer son organisation. Et donc, on a des études qui vont vraiment venir remettre à plat donc des organisations. Et donc, derrière, c'est vraiment à la gouvernance d'entreprise de dire go no go sur ces schémas. Mais on se doit aussi d'apporter des garanties par rapport à du phasage, par rapport à la mise en œuvre. Et quelque part, quand on signe un nouveau schéma de distribution, on a intérêt à être plutôt pas mauvais dans les rendus et avoir vraiment limité les erreurs. Donc, le projet est fondamental. Le projet bricolé ou bidouillé, comme pourraient dire certains, il doit pas avoir raison d'être. On doit appliquer une méthode, on doit donner les ressources nécessaires, on doit aller chercher les compétences, on doit amener l'expérience et le savoir-faire avec une approche globale 360. On doit maintenir cette vision de demain et avec une flexibilité potentielle. Et donc, on doit valider les solutions, apporter une garantie, une preuve de concept, une assurance quelque part que ce qu'on a rédigé sur le papier, ce qu'on a mis sur un joli PowerPoint, c'est quelque chose qui soit concret et applicable demain. Alors, on a une phase de questions-réponses là, qui est donc à l'issue donc de l'ensemble des interventions de la matinée. Vous pouvez également donc nous adresser donc vos questions si vous avez besoin de compléments d'informations par mail. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Et je laisse la parole à Simona et à mes collègues sur les autres sujets d'intervention pour vous parler donc traiter d'autres sujets qui concernent stock, entrepôt et transport.